Donc, nous sommes très heureux ce soir d'avoir cette conférence sur la mosquée de Paris, son architecture, son histoire, ses jardins. Et je suis particulièrement heureuse de vous présenter Madame Isabelle Lévesque, historienne des jardins et paysagiste, et Madame Claire Vigne-Dumas, qui appartient à la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, et qui a initié un grand travail de rénovation de la mosquée, dont elles vont toutes les deux vous donner le déroulement de façon plus précise que je ne saurais le faire. Donc je leur laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, Madame, de nous avoir invités toutes les deux à parler de ce projet qui a été quelque chose de tout à fait passionnant. Il faut rappeler le contexte dans lequel nous sommes intervenus, puisque l'ensemble constitué par l'Institut musulman et la Grande Mosquée de Paris est protégé au titre des monuments historiques par une inscription en date du 9 décembre 1983. C'est donc dans le cadre de cette campagne de restauration qui a été menée de 2001 à 2007 que nous avons été amenés à collaborer. En effet, la conservation régionale des monuments historiques, qui est donc un service de la DRAC, d'Île-de-France, a été partie prenante dans ces travaux, tant au niveau des conseils et de l'approbation des projets que financièrement. Cette restauration menée de 2001 à 2007 l'a été par le cabinet de messieurs Jeannot, architecte en chef des monuments historiques, et monsieur Dubois. Les sols des jardins ayant été complètement décaissés, se posait la question de la restitution d'un jardin, ou de la restauration ou de la création. Donc, afin de déterminer quel jardin il fallait restituer ou créer, nous avons été amenés à reprendre l'étude historique de la mosquée, dans cette optique, mais finalement, cela nous a amenés à reprendre tous ces documents autour de l'origine de la mosquée. Donc personnellement en tant que correspondant jardin à la DRAC d'Île-de-France, et Isabelle Lévesque en tant que paysagiste et historienne des jardins. Donc nous aborderons successivement la question de l'origine de la création de la mosquée au cœur de Paris, et puis les projets annonciateurs qui ont jalonné tout le XIXe siècle, les circonstances de son implantation, l'architecture et ses jardins, et enfin la restauration tant de l'architecture que des jardins. Donc avant que Claire ne partage avec vous quelques éléments de l'histoire de la mosquée en elle-même, quelques mots d'introduction sur les premières mosquées en France. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je peux vous conseiller deux ouvrages. Un ouvrage collectif dirigé par Mohamed Harkoun qui s'appelle « L'histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge à nos jours ». Et vous pouvez plus spécialement vous reporter un certain nombre d'articles de Michel Renard au sein de cet ouvrage. Et puis il y a un deuxième ouvrage plus récent de Mohamed Telline, paru en 2010 à l'Harmattan, qui s'appelle « L'islam et les musulmans en France, une histoire de mosquée ». L'histoire rapporte qu'une première mosquée aurait été construite au XIIe siècle, je n'ai pas d'illustration parce que tout cela est bien loin et qu'il n'en reste rien, dans les Ardennes, à Buzancy, où Pierre d'Anglure l'aurait édifiée à son retour de croisade en Palestine, en exécution de sa promesse à Saladin, souverain auquel il devait sa libération. Cependant, les mosquées édifiées comme lieu de culte et non à titre de fabrique ornementale de jardin comme il en a existé à la fin du XVIIIe siècle, restent fort peu nombreuses en France et tout au plus peut-on signaler à la fin du XVIIIe siècle dans l'arsenal de Marseille une construction qui avait été faite pour les galériens. En fait, la relation
commence à se tisser entre la France et l'islam au cours du XIXe siècle, à partir de 1830, et à partir de la colonisation de l'Algérie. C'est à ce moment-là qu'on peut parler d'une histoire commune. Sur le sol parisien, où peu de musulmans vivent encore jusqu'à la fin du XIXe siècle, Michel Renard rapporte tout de même qu'en 1846, une tentative est portée par la Société orientale qui souhaitait que soit élaboré un premier projet de mosquée, de collège et de cimetière musulmans. Donc on voit là un projet global. Et cette société orientale comptait parmi ses membres des personnes assez illustres comme Victor Hugo, comme Lamartine et également comme le peintre Horace Vernet. C'est une tentative qui reçoit une réponse négative du ministère. La France n'est pas encore mûre. Sous le Second Empire, un lien très particulier se tisse entre l'émir Abdelkader et Napoléon III, puisque c'est Napoléon III qui lui offre sa libération, considérant à juste titre que le gouvernement de Louis-Philippe avait manqué à sa parole en prolongeant sa détention. Comme vous le savez, il avait été détenu à Amboise, et là je n'ai pas résisté au fait de vous montrer quelques photos d'un jardin qui a été récemment créé par Rachid Koraïchi, inauguré en 2005, et au lieu de choisir une réhabilitation de jardin autour de ce château d'Amboise de période Renaissance, il a été choisi de faire allusion à cette période, tout particulièrement, ce que je trouve tout à fait intéressant. Autre élément sur Napoléon III, il y a un article tout à fait intéressant sur la façon dont il a essayé de moderniser la colonisation en Algérie, en arrêtant d'une part la colonisation et aussi en invitant les Arabes qui en faisaient la demande à prendre la nationalité française, à la suite de quoi la Troisième République a poursuivi des démarches qui rétrogradaient un peu ses positions. À nouveau, sous le Second Empire, une autre tentative qui est à l'instigation de la Turquie. Il faut ça à nouveau, nous avions de bonnes relations entre Napoléon III et la Turquie et l'Empire ottoman sous la guerre de Crimée, et un enclos spécial destiné aux inhumations des croyants musulmans est aménagé au Père-Lachaise. Alors sur le plan, il s'agit de cet enclos qui est ici. L'enclos est aménagé en 1857. On a ce petit bâtiment qui n'est pas exactement une mosquée, puisque c'est un bâtiment qui abrite les rituels funéraires. Et ensuite, l'année suivante, un mausolée qui est là est édifié pour marquer la sépulture de la reine d'Oud et de son fils, qui étaient des souverains indiens morts à Paris lors d'un long voyage entrepris auprès de la reine Victoria pour défendre leur royaume qui avait été annexé par la couronne anglaise. À la fin du XIXe siècle, ce monument est en très mauvais état, et à nouveau la Turquie souhaite le reconstruire. Donc nous avons ce projet des architectes Peigny et Bessin qui date de 1914. Mais comme vous le savez, la Turquie a rejoint l'Allemagne pendant la guerre de 1914, donc le projet n'a bien sûr jamais vu le jour. Sous la Troisième République, à nouveau, d'autres groupes souhaitent, et d'autres personnalités pensent à nouveau à établir une mosquée à Paris. Il y a certaines personnalités proches du parti colonial dirigé par Eugène Etienne, député d'Oran, qui se sont réunis dans le but de faire construire une mosquée, qui organise un concours. Et ce concours est remporté par Ambroise Baudry, qui est un grand spécialiste de l'Égypte, qui a vécu longtemps là-bas, et qui remporte le concours avec un projet qui est inspiré de la mosquée du Caire, qui s'appelle, alors vous me pardonnerez la prononciation, Kate Bay. Et c'est une mosquée qui ne comprend pas de jardin, qui comprend une grande cour, un seul petit jardin mais privé, et vous voyez qu'il est bien 19e et loin de tout orientalisme, et le jardin de l'Oulema. La mosquée compte par ailleurs une hôtellerie avec notamment un harem sur la droite.
Là encore, la France n'est pas mûre et ce projet ne voit pas le jour. Alors la France n'est pas mûre et pourtant il y a des progrès dans la connaissance de l'islam, puisqu'en 1902, une chaire de sociographie musulmane est créée au Collège de France, qui a été occupée après la Première Guerre mondiale par un très grand islamologue qui est Louis Massignon, qui a occupé cette chaire jusqu'en 1954. Donc finalement, la toute première mosquée vraiment construite en France est construite à La Réunion. C'est la mosquée Saint-Denis de La Réunion. Ici, vous voyez des photos de cette mosquée lorsqu'elle a été reconstruite après un incendie en 1979. Mais la mosquée d'origine, qui était construite en bois, datait de 1905. Une autre mosquée qui a marqué la guerre de 14 a été érigée dans l'ancien jardin colonial de Paris, dans le bois de Vincennes. En effet, ce jardin qui a été établi en 1899, pendant la guerre, est transformé en hôpital modèle à destination des soldats coloniaux. Il faut savoir que l'Allemagne avait également un hôpital modèle à l'intention de ses soldats coloniaux venus de Turquie. Donc la France décide d'en avoir plusieurs et décide particulièrement de communiquer sur celui-là. Donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'une stèle commémorant cette mosquée qui a pourtant bien existé, qui a été inaugurée en 1916, qui a été construite en bois et qui a été construite par l'architecte Penny, dont je vous parlais tout à l'heure sur ce projet du Père Lachaise. Bon, juste pour mémoire, il faut savoir que dans l'armée coloniale, il y avait entre 7 et 8% de soldats coloniaux, puisque suivant les sources, on peut dénombrer de 535 000 à 600 000 soldats, ce qui est donc gigantesque. Et il a semblé au ministère de la Guerre très important de pouvoir faire en sorte que les blessés puissent être traités dans leur langue et selon leur rite. Donc voilà cet établissement. Je laisse maintenant la parole sur ce qui nous intéresse ce soir, qui est la mosquée de Paris du 5e arrondissement. Oui, alors ce souci de rendre hommage à tous ces soldats morts pour la France et d'origine indigène est aussi à l'origine de la création de la mosquée de Paris. Il y a une personnalité tout à fait importante qui est Paul Bourdary, qui est le fondateur de la revue indigène, fondateur en 1906, donc bien avant la guerre, qui milite pour la création d'une mosquée. Mais bien sûr, l'entrée dans la guerre diffère la réalisation de ce projet. Mais pendant la guerre, en 1915, il rencontre un architecte du nom d'Alfred Tronquoy, qui semble appartenir à une dynastie d'architectes intéressés par l'orientalisme, puisque son frère Emmanuel était spécialiste du Japon, je crois. Et cet architecte, Alfred Tronquoy, produit des esquisses pour une mosquée, et Paul Bourdary publie ce projet dans la revue indigène de 1919. Par ailleurs, il y a tout de même tout un faisceau d'initiatives convergentes à l'origine de cette mosquée. Par ailleurs, en 1911, avait été créée la Commission interministérielle des affaires musulmanes, dite SIAM, pour offrir aux autorités une meilleure perception des données islamiques. Le projet d'une mosquée, cependant, est officialisé par la création d'une association loi 1901, constituée le 26 octobre 1916 sous la présidence d'Édouard Herriot, qui est le maire de Lyon et sénateur. Cette association va s'appeler le Comité de l'Institut musulman de Paris. On voit déjà qu'il ne s'agit pas d'une mosquée, mais d'un institut donc, qui se présente comme un établissement universitaire. Son but est d'offrir un centre intellectuel et moral en toute indépendance dans la capitale de la France à ses enfants musulmans par l'édification d'un institut musulman et d'une mosquée. Par ailleurs, donc, le nombre imposant de
de soldats musulmans morts pendant le conflit impose à la France donc un devoir de mémoire. En novembre 1919, la Commission interministérielle des affaires musulmanes, donc le SIAM, se trouve dans la nécessité de définir les priorités de son programme, soit un projet qui serait celui d'une mosquée avec des bâtiments autour à destination des gens fréquentant la mosquée, soit réellement cet institut musulman, comme l'a défini ce comité créé en 1916. Le programme est donc ambitieux. Il intègre un certain nombre d'éléments, une bibliothèque, un musée, une maison d'hôtes, et puis il prévoit également d'avoir un café, un hammam qui soient des sources de revenus pour faire vivre cet institut musulman. Donc, dès 1919, ce projet, qui est grosso modo celui de Bourdari, est adopté par la Commission interministérielle des affaires musulmanes. Le projet d'érection de cette mosquée se veut donc une démarche qui est assumée solennellement par les instances gouvernementales, mais déléguée aux musulmans eux-mêmes, ce que recommandait vivement le maréchal Lyautey. La personnalité du maréchal Lyautey, qui à l'époque n'est que général, exerce un rôle capital dans l'élaboration du projet de cette mosquée. En effet, en créant le service des beaux-arts du protectorat du Maroc, il confie à l'architecte Maurice Tranchant-Dunel dès son arrivée au Maroc en 1912, il entend mener une politique patrimoniale très ambitieuse visant à la connaissance, au respect et à la restauration du patrimoine marocain. Je fais référence là à la thèse de Mylène Telliol, Le regard français sur le patrimoine marocain, conservation, mise en valeur de l'architecture et de l'urbanisme des 4 villes impériales durant le protectorat 1912-1956, qui a été soutenue à l'Université de Bordeaux en 2008. Lyautey suscite ainsi un mouvement de recherche sur l'histoire des édifices, leur étude archéologique qui aboutit à une connaissance très fine de ces architectures. Il suscite la loi sur les monuments historiques, qui est adoptée en juillet 1914, qui est très proche de la loi française. Il encourage également l'artisanat traditionnel, toute la peinture traditionnelle, les éliges, les stucs, etc., en organisant des expositions et des publications, et en particulier l'exposition qui est organisée au pavillon de Marsan en 1917, enfin 2 expositions en 1917 et en 1919, vont révéler aux Parisiens l'art marocain. Donc dans ce contexte, la mosquée de Paris apparaîtra comme une sorte de synthèse de l'œuvre accomplie au Maroc. Cependant, en raison de l'importance politique de l'édifice, se pose de façon cruciale le problème du financement d'un tel projet. Et l'on est en France depuis 1905 sous le régime de la loi de séparation des églises et de l'État qui, tout en garantissant le libre exercice des cultes, reconnaît que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Donc cela supprime des budgets de l'État, des départements et des communes toute dépense relative à l'exercice des religions. Cette loi, bizarrement, s'applique en France métropolitaine, mais pas dans les départements d'Algérie, qui font donc exception. En France, on considère que des associations relevant de la loi de 1901, formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte, peuvent être aidées. Donc, pour ce faire, le gouvernement français demande à la Société des Abous et des lieux saints de l'islam de se constituer en association culturelle selon la loi de 1901, de façon à pouvoir prendre en gros la maîtrise d'ouvrage de cette mosquée et ainsi pouvoir recevoir des subventions tant de l'État que de la ville de Paris.
Cette société des Abous et lieux saints de l'islam est créée à Alger le 26 février 1917 à l'instigation du gouvernement français, donc antérieurement à cette initiative du SIAM de 1919. Le terme Abou se réfère à des biens immobiliers qui sont la propriété du droit islamique, qui ont été légués les 3/4 du temps et par fondation. Et ce sont des œuvres d'intérêt général. Originellement, la Société des Abous et des lieux saints de l'islam avait été établie de façon à fonder des hôtelleries, l'une à la Mecque et l'autre à Médine, de façon à garantir des bonnes conditions aux soldats français faisant le pèlerinage dans les villes saintes. Cependant, les 7 fondateurs, qui sont tout de même choisis par le gouvernement français, ils sont choisis au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Afrique occidentale française, et ils sont placés sous la présidence de Sikadour Ben Gabrit, dont vous voyez ici le portrait. Sikadour Ben Gabrit est un éminent diplomate algérien qui est entré au service du protectorat français au Maroc. Il est vice-consul et ministre plénipotentiaire, chef du protocole du sultan Moulay Youssef, sultan du Maroc, à partir de 1912. Il a été l'infatigable promoteur de la mosquée de Paris, tant sur le plan administratif que diplomatique, et il en fut le premier recteur, et il assuma cette charge jusqu'en 1954. Et il est d'ailleurs enterré dans le petit patio est, derrière le grand jardin que l'on vous montrera tout à l'heure. La personnalité de Sikadour Ben Gabrit a été récemment évoquée dans le film Les Hommes libres, que peut-être vous avez vu. Donc, cette société des Abous et lieux saints d'islam se constitue en association culturelle le 24 décembre 1921 pour pouvoir recevoir les financements nécessaires à la construction. Par ailleurs, le Parlement est saisi le 27 janvier 1920 d'un projet de loi portant la création de l'Institut musulman, avec mosquée, bibliothèque, salle d'études, etc. Et ce projet est défendu par le député Édouard Herriot en ces termes. Si la guerre a scellé sur les champs de bataille la fraternité franco-musulmane, et si plus de 100 000 de nos sujets et protégés sont morts au service d'une patrie désormais commune, cette patrie doit tenir à l'honneur de marquer au plus tôt et par ses actes sa reconnaissance et son souvenir. À tous ces musulmans, quelle que soit leur origine, s'ils évoquent le nom de la France et demandent son aide spirituelle ou son hospitalité, Paris offrira l'accueil de l'Institut musulman, l'ombre pieuse de sa mosquée, le délassement des lectures de sa bibliothèque, l'enseignement des conférences et enfin la joie d'un foyer libre. Donc la loi ouvrait un crédit de 500 000 francs sur le crédit du ministère des Affaires étrangères. Elle est adoptée et promulguée le 19 août 1920. Donc dès cette époque-là, Sikadour Ben Gabrit se met en quête d'un terrain, en accord évidemment avec la ville de Paris. Le premier terrain qu'il trouve se trouve entre la Porte-Maillot et la Muette, du côté des Ternes, mais il est jugé à cette époque-là trop peu central, et donc cette offre est déclinée. La ville de Paris propose plutôt le terrain qui se trouve au cœur du quartier latin, dans un endroit tout à fait hautement symbolique, tout proche des universités. Et c'est donc le long du jardin des plantes. On voit la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, la rue d'Aubenton. Et on voit que ce site, qui était l'ancien hôpital de la Pitié, avait déjà de très nombreux jardins.
On voit aussi que le projet va supposer la destruction de toute la façade sur la rue de Banton et le percement, le prolongement de la rue Quatre-Vaches par ce qui est maintenant la rue des Plats et l'élargissement de la place du Puy de l'Ermite. Donc tout un remodelage de ce quartier. Donc voici le premier projet qui est présenté par les architectes de la ville de Paris, qui sont M. Eustache et Charles Eustache et Alfred Tronquoy, qui est aussi qui continue à être embarqué dans cette affaire. Et la ville de Paris entend à la fois réaliser ce projet, mais y adjoindre une sorte de cité de logement qui existe toujours. Donc c'est un projet global de restructuration du quartier dont il s'agit. Dès ce moment-là, donc tous les éléments du programme sont en place. On voit donc la salle des prières, mais qui à ce moment-là n'est pas orientée. On n'a pas du tout tenu compte de cet élément-là dans ce premier projet. On voit le grand patio et de part et d'autre, salles de conférence, bibliothèque, des salles d'ablution et de nombreuses terrasses et une maison des hôtes qui, là, curieusement, n'est pas très importante par rapport aux définitions de départ. Alors, une variante de ce projet comportait un passage de la rue des Quatre-Vaches sur la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, passage qui aurait été public et donc qui a été un peu sensiblement à l'emplacement des jardins. Et pour des raisons de surveillance, il n'a pas été retenu. Pour réunir des fonds, parce que les subventions de la ville de Paris et du ministère des Affaires étrangères sont loin de couvrir les frais de construction, une brochure est éditée qui est envoyée dans tous les 3 pays d'Afrique du Nord. Sur cette brochure se trouve l'avant-projet fait par Alfred Tronquoy qui se révèle très vite quelque chose de beaucoup trop important, hors de proportion par rapport au quartier, et de plus beaucoup trop dispendieux par rapport aux moyens de la mosquée. Donc, et on voit déjà sur cet avant-projet de Tronquoy qu'il a complètement privilégié les façades en leur donnant l'aspect mauresque correspondant à son imaginaire et à la tradition des architectes orientalistes du XIXe siècle. Et il lui est reproché très vite par la Société des Habous et par les autres architectes de l'agence d'avoir complètement négligé tout ce qui était les aménagements intérieurs, les éclairages intérieurs, au profit de cet aspect extérieur. On voit encore une autre gravure qui a été aussi réalisée dans ce but de cette souscription de 1921, qui souffre des mêmes défauts, si je puis dire, de luxe extérieur. On voit là que le passage entre les 2 rues était bien prévu. Alors voici donc le plan qui était dans la brochure de souscription et le plan définitif. Là, la mosquée a été orientée, donc avec le mihrab vers l'est, le mur de Qibla au nord. On voit que là, les volumes sont relativement équilibrés entre la mosquée, proprement dit le grand patio, et puis tous les bâtiments nécessaires à l'ensemble du fonctionnement, les logements du moufti, logement de l'imam, maison des hôtes, salle de réception et de restaurant. Alors ici,
la cérémonie d'orientation de la mosquée, le 1er mars 1922. À cette cérémonie, le maréchal Lyautey refuse de venir parce qu'il est très mécontent de la façon dont se passent les campagnes de souscription qui se passent pas du tout sous le mode du volontariat. Et il déplore beaucoup cet état de fait. En revanche, le 19 octobre 1922, il se fait prier, mais il vient pour la pose de la première pierre. Ceci dit, à cette époque-là, déjà, les fondations sont relativement avancées sur une partie de l'édifice. Ici, une photo de la construction qui est sans doute vers la fin de 1923, puisque la salle de prière est élevée, mais on voit que toute la partie Café Mort et Hammam, qui se trouve à l'angle de la rue de Banton et Geoffroy Saint-Hilaire, n'est absolument pas commencée. Alors, quelles sont les architectures de référence pour cet édifice ? À cette époque-là, les architectes du protectorat sont en train de travailler sur la restauration des grandes médersas de Fès, la médersa Bou Anania, et puis Al-Atarine et Chefratine. Et donc, j'ai mis ici le plan de la médersa Bou Anania. On voit donc ce principe d'avoir une salle de prière qui ouvre sur le grand patio et puis tous les logements nécessaires aux étudiants et aux professeurs. Voici cette même mosquée avec médersa, avec une photo avant restauration en 1918 et après la restauration. C'est emprunté au livre de Charles Terrasse. On a beaucoup parlé pour cette mosquée dans les publications, en particulier l'architecture de 1924 et la construction moderne, du rôle de Maurice Tranchant de Lunel. Pour ne pas être trop long, je vous dis tout de même un tout petit mot de ce personnage tout à fait énigmatique, qui est donc architecte et qui dirige ce service du protectorat du Maroc. C'est un très grand aquarelliste, c'est un très grand voyageur, c'est aussi sans doute quelqu'un qui a un grand touche-à-tout. Et il a très probablement une œuvre très importante qu'il évoque dans son livre « Maroc au pays du paradoxe ». Mais curieusement, il n'a laissé absolument aucune correspondance. On sait qu'il était proche de Lyautey, mais il n'y a absolument aucune trace d'échange de lettres avec lui. Enfin, bon, sans doute est-il à l'origine de l'idée de la distribution de l'ensemble de la mosquée de l'Institut musulman de Paris. Surtout, il était le chef de Maurice Mantoux. Maurice Mantoux est un architecte mieux connu qui, lui, a une vraie culture de l'architecture d'Afrique du Nord, puisqu'il est né à Alger et qu'il a été formé par l'architecte Henri Petit, avec qui il a collaboré à Alger. Et donc, c'est lui qui dresse le premier avant-projet de la mosquée. Et quand les problèmes sont trop vifs avec M. Tronquoy, c'est lui qui reprend absolument la direction de l'agence à Paris et qui vraiment édifie la mosquée telle qu'on la connaît maintenant. Et c'est lui aussi qui va recruter les artisans, tous les géligeurs qui vont réaliser toutes les mosaïques intérieures, les peintres, les stucateurs, etc. Il est aidé en cela par Robert Fournaise, qui est quelqu'un aussi qui est passé dans le service du protectorat. Alors, maintenant, quelques photos de la construction. On voit que la construction est en meulière et en briques pour une grande partie, et toutes les structures de colonnes et des étages, etc., sont en béton armé. Ce qui a posé des problèmes d'éclatement relativement précoces pour ces colonnes. Donc on voit là les personnes en train de travailler. L'inauguration de la mosquée, on en dit juste 2 mots pour ne pas alourdir. C'est donc le 15 juillet 1926. Le sultan Moulay Youssef seul pénètre à l'intérieur de la salle de prière et prononce
les phrases rituelles de consécration. Ce jour-là, Maurice Mantoux reçoit des mains du président de la République la Légion d'honneur pour son œuvre, ainsi que le prix L'Heureux, qui est décerné par la ville de Paris. Et il rencontre aussi ce jour-là un Maharaja du Pendjab qui lui commande une mosquée qu'il va réaliser à Kapurthala de 1926 à 1930. C'est amusant. Alors, maintenant, des photos juste très proches de la construction qui montrent cette très belle volumétrie qui est proche de l'architecture internationale des années 30. On voit aussi l'entrée du Café Mort, qui est donc une entrée publique et qui s'oppose à l'entrée qui est sur la rue des Quatre Phages, et qui est vraiment réservée à la mosquée. Quelques photos donc du minaret qui reprend les minarets marocains, la grande entrée vers le grand patio avec les auvents comme dans les médersas marocaines. Quelques photos de la salle de prière dès l'origine et maintenant. Comme à la médersa Bou Anania, on a des décors de stuc et ensuite les coupoles sont en bois travaillé, bois de cèdre. Très nombreuses colonnes qui dégagent l'espace central, le mihrab très travaillé. La première chaire à prêcher, dite minbar, est donnée par le Beth Tunis et elle est maintenant conservée dans la toute petite mosquée de Nanterre. Je dois cette information à Mohamed Telline et elle a été remplacée par un nouveau minbar donné par le roi d'Égypte. La grande salle de conférence qui est couverte d'un très très beau plafond qu'on voit très mal ici, mais comme on le fait dans les salles de réception des palais marocains. Cette très belle tenture qui malheureusement n'existe plus à la mosquée a été remplacée et on voit combien tout le décor est soigné. Dans les quelques exemples des peintures, ces peintures sont prises dans l'appartement du Moufti, on les trouve dans tous les appartements. Les espaces de circulation, les terrasses, etc. sont très importantes dans cette mosquée. Voici la grande entrée où on a donc un passage progressif, un peu à la façon des architectures marocaines. Maintenant, le hammam, on sait que Maurice Mantoux a fait de nombreux voyages en Tunisie pour recopier, prendre des relevés de hammam et donc voici des photos d'origine et l'aspect maintenant. Il a été restauré à plusieurs reprises. Bon. Le Café Mort, aussi élément exotique très, très important, avec ses très beaux décors. Et voilà, je passe. Donc en 2006, lorsqu'il y a eu une première campagne de restauration dont Claire va vous parler, j'ai eu le plus grand bonheur et honneur d'être contactée par Claire Vigneux-Dumas pour m'intéresser à ce lieu dont vous le voyez à l'époque, voilà l'état du jardin. Vous imaginez bien qu'un projet de jardin dans un tel site repose sur une étude de référence d'autant plus fine que l'on n'aborde pas le lieu de culte musulman le plus emblématique de France, comme on approche les abords d'un monument historique, étant donné la dimension spirituelle des lieux. A priori, il n'y avait pas de jardin dans les mosquées la plupart du temps, mais surtout des cours, comme ici à la mosquée Isabey près d'Éphèse en Turquie, ou alors de grandes esplanades plantées qui apportaient de l'ombrage, comme on voit des vestiges encore en Espagne, à Cordoue ou à Séville. Le jardin
est porteur, le jardin pour l'islam est porteur d'une dimension symbolique extrêmement forte, puisqu'il représente l'image du paradis dans le Coran. Encore aujourd'hui, un poète libanais, Salah Stétier, nous dit « Ce jardin, je le vois comme l'intercession par excellence entre l'homme et l'en-soi de l'homme, entre l'homme et son Dieu. » Il dit ça dans Lumière sur Lumière ou l'islam créateur. C'est un lieu de délices protégé et irrigué que suggère le Coran. Et je vous lis le verset 13 de la sourate 4. « Celui qui obéit à Dieu et à son prophète sera introduit dans des jardins où coulent les ruisseaux. Ils y demeureront immortels. Voilà le bonheur sans limite. » Ce jardin paradis et donc nous renvoie à ce mot de paradis, alors d'une façon assez schématique. Ce mot paradis, paradeisos, apparaît chez Xénophon au IVe et au Ve siècle avant Jésus-Christ, qu'il emploie pour parler des jardins des rois et des princes de Perse. Il apparaît aussi un peu plus tardivement dans la traduction grecque du texte hébreu dit des Septante, dont la rédaction commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce mot paradeisos viendrait du moyen iranien du mot pardes qui veut dire clôture, ou plus précisément du mot paradaïdam dans le vieux persan qui désigne un lieu protégé, fermé par une clôture. Le jardin d'islam, hérité de ces jardins perses, est ainsi né d'une géographie particulière qui oppose le désert hostile à l'oasis de verdure. Souvent, le bassin, qui est une allusion d'une part à la source divine, bien sûr à la source de vie dans le désert, coule en 4 canaux vers les 4 directions du monde. Et on y constate également la générosité qui est offerte à travers la fructification, les fleurs et les parfums. Le Coran dit encore « Dans un bon pays, les plantes poussent à profusion, avec la permission de son Seigneur, et dans un mauvais pays, elles ne sortent que clairsemées. » D'où l'importance de la fructification et du délice généré par les plantes en bonne santé. Parfois dans ces jardins, la contemplation est offerte par des belvédères. Alors différentes publications existent sur l'histoire du jardin musulman et du jardin arabe. Parmi elles, nous recommandons des ouvrages de Mohamed El-Faïs, professeur d'histoire économique et historien de l'agronomie, qui viennent montrer, là encore, l'importance de l'hydraulique dans le développement de cet art majeur, et puis retracer au fil de l'histoire l'extension des jardins arabes jusqu'au Maroc, jusqu'à l'Espagne et jusqu'au Portugal. Alors, lorsqu'on se voit intéressé, confier un lieu comme celui-là, évidemment la première démarche de tout historien est une recherche historique sur les lieux dans les archives, où il y a donc des images et un certain nombre de textes. Les jardins semblent avoir été tracés et conçus par Maurice Mantoux, comme en témoignent diverses correspondances. Il y a une note descriptive du projet rédigée en 1922 qui est intéressante à plusieurs titres. Elle fait apparaître clairement la surface consacrée au jardin de 3500 m² et on le voit bien, même si le projet architectural a été modifié, on le voit bien dans cette vue probablement datée de fin 1921, dans la répartition bâti et jardin. Les bâtiments sont conçus comme organisés autour des jardins et entre des jardins, les jardins étant donc essentiels à la cohérence du projet. Et puis, dans ces documents écrits, les jardins sont qualifiés de jardins arabes. Alors, dans ces jardins arabes, on voit à travers ces premières photos, premières images idéalisées, on voit la protection, d'abord suggérée par un haut mur, les jardins étant en surplomb sur la rue. On remarque également les cyprès,
cet arbre persistant qui, dans la tradition, est un arbre qui fait allusion à l'immortalité. En 1923, le Beit Tunis vient à Paris à l'invitation du président de la République, Alexandre Millerand, et il participe aux fêtes du 14 juillet, se rend tout de suite le lendemain à la mosquée afin d'examiner la maquette, de visiter les travaux en cours. Et la maquette a disparu, et c'est la seule photo qui nous donne voilà, ce vestige. Et là, un peu plus précisément que sur la vue précédente, on voit, alors malheureusement uniquement les jardins en terrasse latéraux, mais on voit que ces jardins sont ornés de fontaines, un peu plus richement que la réalisation finale. On y voit donc les cyprès, même si là il y en a peu, et on y voit également des bordures qui viennent souligner la géométrie des parterres. Alors, les jardins sont répartis principalement de la façon suivante. Le jardin de la cour d'honneur, avec quelques patios latéraux. L'entrée principale se trouvant ici, mais une autre entrée latérale vers le Muséum d'histoire naturelle existait, qui est close aujourd'hui. Je vous dirai pourquoi. Et puis, de part et d'autre du grand patio et de la salle de prière, des grands jardins en terrasse qui, il faut bien en prendre conscience, à l'époque étaient surtout des jardins privatifs et n'étaient pas ouverts au public, comme en tout cas le jardin de l'Ouest peut l'être aujourd'hui. Alors à quoi ressemblent ces jardins? Voici quelques photos parmi les premières que l'on voit à l'époque et qui paraissent, à vrai dire, assez décevantes. Alors, la réalisation des jardins est dite très hâtive par l'architecte Mantoux. Sikadour Ben Gabrit, le recteur, mentionne un déficit financier chaque année de 1926 à 1929. Donc une première hypothèse de travail consisterait à dire que les jardins n'ont pas été achevés comme ils le devaient par problème de financement à l'époque pour achever les travaux de la mosquée. On sait qu'ont été reportés le revêtement en mosaïque du pourtour extérieur du grand patio et de la galerie de prière. On sait qu'ont aussi été reportés l'achèvement des mosaïques, des puits décoratifs, des jardins latéraux. On sait aussi que Paul Lécollier, le fournisseur principal de plantes, présente des factures qui reviennent impayées, ce qui conduit en 1929 Sikadour Ben Gabrit à déplorer le fait que l'Institut musulman n'a pas le prestige politique qu'il avait l'intention de faire ressortir aux yeux du public. Sur ces jardins de la cour d'honneur, vous voyez donc, et à notre grand étonnement, 4 sapins que vous voyez aux 4 angles du jardin. Que vous dire d'autre également sur les plantes? D'abord, une implantation générale où, contrairement au jardin de l'islam, on a une sorte de regard, on embrasse du regard la totalité de l'espace, au lieu d'avoir une sorte de vision fragmentée qui va de surprise en surprise. Si on regarde les listes de plantes, nous avons des plantes très françaises. Les sapins sont confirmés, des abiès, et puis des buis et des rosiers-tiges. Les bordures, en fait, au lieu d'être surélevées par rapport aux allées, sont constituées de lierre, et à l'intérieur des parterres, vous avez simplement des millepertuis et des pervenches. Quant aux plates-bandes le long des terrasses, elles sont constituées de lauriers, de troènes, de mahonia, d'osmantes, de fusains, et puis curieusement également d'arbustes de terre de bruyère comme des rhododendrons, des hydrangéas, des azalées et des hortensias. Donc, si on a une inspiration architecturale fortement influencée par le Maroc, qui a puisé son inspiration sur le Maroc, on voit que là, les jardins s'en distancient vraiment. Alors, quelques photos pour poursuivre un peu l'évolution de ces jardins, ces jardins de la cour d'honneur. Voici en 1946 de très belles photos. On voit que les jardins ont été repris. Quant aux jardins latéraux, je vous ai dit tout à l'heure que c'était des jardins privatifs.
plantés essentiellement d'arbres fruitiers, et puis on a remplacé les cyprès que vous voyez sur la vue idéalisée, on a remplacé ces cyprès par des thuyas qui ont eu, bien évidemment, vu la difficulté de la terre, enfin des conditions de plantation, n'ont pas vécu extrêmement longtemps. Alors, je vous ai dit, les jardins latéraux sont traités d'une façon beaucoup moins précieuse, puisque là, nous ne sommes pas en zélige, nous sommes en béton, également parfois encadrés de pavés, et puis les escaliers sont en béton gravillonné. Alors dans les années 70, voilà à quoi ressemblent les jardins. On a remplacé les lierres par des santolines qui, comme vous le savez, sont difficiles à maintenir si elles ne sont pas taillées très souvent. Et puis en 2001 et 2004, voici les photos qui nous sont parvenues de ces jardins, donc peu avant leur restauration et avant que tout donc ne soit coupé, en tout cas dans le jardin de la Cour d'honneur. Alors, vous voyez que les archives sont donc bien décevantes pour pouvoir bâtir un projet de restauration et qu'il semble assez difficile d'entreprendre un projet de réhabilitation de jardin. À partir d'une reconstitution, ça n'aurait pas tout à fait de sens. Il a fallu s'ouvrir un peu davantage au courant du jardin mauresque et des jardins de l'époque. Et là, une personnalité apparaît clairement dominante, et la personnalité de Jean-Claude Nicolas Forestier, qui est conservateur des promenades à Paris. Alors pourquoi cette personnalité ? Peut-être pour deux raisons. La première, c'est qu'il écrit un livre qui a très lu, qui s'appelle Grande ville et système de parc, et que bien évidemment le maréchal Lyautey va lire. Et je vous ai mis une photo de Bagatelle en passant, puisque c'est lui qui est l'auteur de La Roseraie. Et Lyautey appelle Jean-Claude Nicolas Forestier au Maroc afin de lui demander une étude sur cette architecture. Il y va et il nous offre un rapport extrêmement important dans lequel figurent des remarques sur les jardins arabes et l'utilité qu'il y aurait à en conserver les principaux caractères. Alors je vous donne ces principaux caractères. L'eau, son approvisionnement, sa distribution sont dans ces pays chauds des éléments essentiels de la culture et par-dessus tout du jardin qui n'est qu'un raffinement de l'agriculture. Les jardins, pour être des lieux de repos et de délices, associés aux parfums vifs du jour et de la nuit, aux couleurs harmonieusement rivales des fleurs incessantes, des feuillages et des faïences, les ombrages et la fraîcheur des eaux. Et il ajoute aussi une note sur la disposition des allées qui sont en saillie très prononcée au-dessus des sols des carrés plantés. Ceci bien évidemment dans le but d'établir des retenues et de maintenir les eaux d'arrosage. Il ajoute un commentaire essentiel sur la distribution irrégulière des végétaux. Et il dit qu'à la fois il y a une ligne régulière de haies sombres, mais que, et je le cite, les fleurs et les arbustes sont dispersés comme au hasard, ne fatiguent ainsi pas les yeux par la sécheresse d'une continuelle multiplication de lignes dessinées. Il recommande donc à Lyautey de faire appel à différents architectes, et c'est assez intéressant, notamment parmi ces architectes figure Alper Laprade, qui lui va, l'année de l'inauguration de la mosquée, sortir un livre avec Jean Galotti qui s'appelle « Le jardin et la maison arabe au Maroc ». Alors on y remarque le très beau jardin qu'avait Ben Gabrit à Rabat, sur la photo sur la gauche, et puis un certain nombre de photos qui aident à comprendre et à se faire une idée des jardins du Maroc. Une autre source très importante sont les photos du jardin de la Casbah des Oudayas, qui est restauré dans les années 20 par Tranchant Lunel, qui est probablement sa grande œuvre, et qu'il restaure avec Maurice Montou et également un peintre qui s'appelle Delanésière. Et là, on y voit bien une illustration de ce dont parle Forestier, qui sont les arbustes semés comme au hasard dans les parterres, au milieu de haies régulières. Une dernière source très importante
pour moi en tout cas, qui était Les Jardins d'Espagne de Georges Gromor, qui est un livre qui paraît encore l'année de l'inauguration de la mosquée. Et en fait, Georges Gromor consacre sa publication, tout le tome 1 de sa publication Jardins d'Espagne, exclusivement au jardin arabe. Et c'est un ouvrage composé de photographies et de planches, qui confirme à nouveau les principes de Jean-Nicolas Forestier. Alors, le succès de ces travaux que vous voyez collectifs est tel que l'exposition des arts décoratifs en 1925 va faire la part belle à un renouveau du jardin qui est établi sur ces principes. Et là, on voit que nos architectes qui ont œuvré au Maroc, comme Albert Laprade et Marat, proposent des jardins qui font appel à la circulation de l'eau, à des sols pavés, bien évidemment, ils ont leur interprétation, et également dans le jardin des oiseaux d'Albert Laprade, vous avez des canaux en zélige, bien évidemment des escaliers, et on assiste là à un renouveau de l'art du jardin, du petit jardin de ville, qui avait été largement promu, notamment à l'étranger, puisque le jardin précédent de Marat, vous voyez qu'il a été construit par un amateur à Miami. Vous connaissez tous, bien sûr, le jardin des iris de Bagatelle, qui tient son inspiration des mêmes théories. À tel point qu'un journal spécialisé dans les jardins, qui est La Vie à la campagne, très curieusement, en 1932, comme quoi donc cette mode se prolonge, en 1932 va faire la page de couverture, non pas avec les jardins de la mosquée tels qu'ils sont plantés, mais même avec la cour des ablutions, qui est pourtant un jardin totalement minéral. Voilà, je laisse maintenant la parole à Claire sur la restauration. Oui, alors cette mosquée a subi un certain nombre de modifications. D'abord parce que très vite, il y a eu des problèmes de croissance. Le flux des croyants venant à la mosquée le vendredi est devenu très important. Donc, la direction de la mosquée a souhaité faire de nouveaux travaux d'aménagement, aménager des salles souterraines en particulier. Donc, dans les années 85-93, ce sont principalement ces travaux-là qui ont été faits, mais également là, la photo que vous me voyez, c'est le grand patio qui a été restauré tout récemment, mais les colonnes originelles avaient éclaté et donc elles avaient été recouvertes de ces mosaïques qui sont tout de même assez laides. Alors, et de plus, dans les années 98, on fait vraiment le constat que les façades ont besoin d'être avalées, les toitures ont besoin d'être prises, tous les géliges sont complètement décollés des murs. Donc les architectes Jeannot et Dubois font une grande étude préalable en 2001 pour reprendre, faire un grand programme de travaux. Bon, oui, je continue. Donc, voici une des premières choses qui est faite après la restauration des murs proprement dit, tous les problèmes de ravalement, c'est la reprise de ces colonnes du patio et les géliges tout le tour. Qui sont repris par les artisans de Fès qu'on fait revenir et qui font cela de façon traditionnelle en procédant à l'application de Tedlac, qui est un enduit de chaux et de poudre de marbre, en
voilà, en le lissant au galet comme on le fait au Maroc. On procède également à la restauration des stucs qui sont nettoyés par micro-abrasion, etc. et où on réinjecte le stuc traditionnel. Voici... il me semble. Oui. Voici donc les géliges qui entourent toutes les galeries du Grand Patio, qui étaient complètement soufflées. Ils avaient été posés sur des armatures de fer et qui évidemment ont rouillé, et des grillages plus fins. Donc tout ça a fait des corrosions qui ont entraîné des décollements très importants. Alors les artisans de Fès ont procédé à un remplacement de certaines parties et recollement de ce qui pouvait être sauvé. Voici maintenant ces éléments restaurés. On a fait exactement la même chose dans les jardins pour les bassins. Malheureusement, cette campagne a été très longue, très faite avec beaucoup de finesse par tous ces artisans marocains qui sont revenus, qui ont séjourné au moins une bonne année sur place. Et il y a eu des problèmes de gel ces 2 dernières années. Et les mosaïques ont de nouveau éclaté et il faut tout recommencer. Donc ça, c'est un très très gros problème auquel nous nous trouvons confrontés à la conservation régionale des monuments historiques et évidemment les responsables de la mosquée. Voilà l'essentiel de cette restauration qui donc devait se terminer par la restauration des jardins, et c'est là où donc Isabelle est intervenue. Alors, pour aller très vite, parce que nous avons conscience de l'heure, donc je vais passer sur les études complémentaires sur les flux du public, qui intervenaient évidemment au complément d'une étude historique, ainsi que sur les nécessaires études phytosanitaires, puisque tous les arbres de la ville de Paris sont répertoriés, pour passer à et non plus, on ne va pas dire restauration, mais à la recréation du jardin, dont les études se sont étalées sur l'année 2007, les mois de l'année 2007, et les plantations a eu lieu en 2008. Alors, le projet de réhabilitation, vous l'avez compris, dans mon esprit, reposait à la fois sur la vision idéalisée présentée en 1921 et 1922, et aussi sur les principes théorisés par Forestier, afin que l'on puisse retrouver d'une part une unité avec l'architecture, et également que l'on puisse retrouver cette vision élancée vers le ciel des cyprès. L'idée étant donc de faire reposer toute l'unité des différents jardins sur les cyprès qui sont présents donc comme ils auraient pu l'être le long des rues pour créer une sorte de premier plan et protéger le jardin. Le reste des plantations devant présenter un esprit méditerranéen, à la fois plus ornemental pour la cour d'honneur et plus rural et simple pour les jardins latéraux, tout en tenant compte de notre climat parisien. Alors en ce qui concerne la cour d'honneur, elle a été traitée d'une façon plus précieuse, colorée, florale et parfumée. L'architecture a été soulignée de bordures de buis. C'était trop dangereux de choisir la myrte en raison du gel, même s'il y en a néanmoins. Les arbres ont été semés comme au hasard, comme le proposait Claude Nicolas Forestier. Des cyprès en couronne composent les crins des fontaines qui renforcent la forme du double carré, qui est très importante dans la culture de l'islam. Je rappelle, mais très schématiquement, que le carré renvoie au monde terrestre avec ses points cardinaux, tandis que le cercle renvoie à l'unité du monde céleste. Et l'étoile ou l'octogone né du double carré représente ainsi des mondes intermédiaires qui conduisent vers le cercle et qui rapprochent de la perfection. C'est ainsi que souvent les salles de prière sont en carré, tandis que les coupoles qui sont au-dessus des salles de prière sont bien sûr rondes.
Les arbres à fleurs et à fruits ont été majoritairement choisis en touffe et en cépé afin de conférer un esprit général luxuriant. Il y a eu une attention particulière portée à l'équilibre entre les essences persistantes et caduques, et de façon à avoir des floraisons d'arbustes dès le printemps qui se poursuivent jusqu'à l'automne, des tons extrêmement doux au printemps et plutôt très éclatants et vifs l'été, avec un attachement particulier pour des grosses roses parfumées. Voilà, la terrasse qui surplombe le jardin. Alors voilà encore la cour d'honneur. La terrasse qui surplombe le jardin a été traitée un peu comme un monde à part. Vous vous souvenez de quelques photos montrées avec cette abondance de pots. Au départ, il avait été choisi d'avoir à la fois des orangers et des collections de pélargonium odorants. Et puis finalement, ont été plantés des bigaradiers et des cordylines parce que c'est tout de même un petit peu plus facile à entretenir. Ensuite, les patios attenants ont été traités assez simplement. Alors, les patios latéraux, donc, les fontaines, un jour retrouveront leur place. Là, vous voyez les buis qui entourent un emplacement vide. Et puis, une photo à droite de ce qui était autrefois l'entrée est et qui est le patio et le lieu du tombeau de Sikadour Ben Gabrit aujourd'hui, dont les éliges vont être restaurées. Donc le jardin a été réhabilité à minima. En ce qui concerne les jardins latéraux, eh bien, le projet est de redonner ce côté agricole qui existait autrefois avec de multiples arbres fruitiers. Également, bien sûr, d'implanter les cyprès dont nous parlions et aussi, par souci d'unité, de reprendre les bordures que nous avons vues sur la maquette qui serait également en buis. Donc un côté beaucoup plus agricole avec des oliviers d'un côté et des fruitiers dans l'autre jardin qui est plus protégé. Celui où il y a les oliviers servant aujourd'hui de passage pour les hommes pour aller à la cour des ablutions. Alors, en conclusion, 2 mots sur les travaux à venir. Cette année Claire a attiré votre attention sur le fait que la fréquentation de la mosquée avait évolué d'une façon considérable. Aussi, il est apparu que le patio central qui sert d'extension à la salle de prière devait être couvert des intempéries. Ainsi, les architectes du bois ont proposé une couverture amovible qui sera donc posée sur le grand patio de la mosquée, mais néanmoins ouvert en été. Des réflexions sont en cours également sur les sous-sols du lieu, puisque les jardins aujourd'hui, à l'exception de ceux qui surplombent le restaurant sur une petite partie, mais ces jardins latéraux sont en pleine terre. Aujourd'hui, il existe à la mosquée des études pour essayer d'habiter ces sous-sols et d'y créer à la fois des salles de cours afin que ça devienne le véritable institut musulman qui avait été rêvé les premières années, et également une salle d'exposition, voire même un musée. Mais il faut savoir que ce sont surtout les salles de cours dont on a un besoin très très particulier aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est à l'étude, ça reste ouvert. Merci de votre attention et nous sommes disposés à répondre à vos questions si vous en avez. Pardonnez-nous d'avoir été un peu longue. Oui, madame, je vous en prie. Alors, je vais juste reprendre, pour répondre à votre question qui était à la mosquée. Aujourd'hui, il n'y a rien. En fait, si je reprends l'état des jardins en 2006, l'état des jardins en 2006, c'est un peu plus
c'était tout au début de mon intervention, il me semble. Je crois que C'est plus loin. En 2006, en fait, il n'y avait absolument rien dans les jardins. Je vous ai montré une photo de cela que j'ai bizarrement perdu. Continue, d'accord. Non, c'était... C'est ça. Non? Bon. Il faut les remettre en mosaïque. Il faut les remettre en mosaïque. Merci beaucoup. J'ai du mal à la retrouver en tout Écoutez, petit. Simplement pour vous dire qu'en fait, en 2006, il n'y avait absolument rien dans la cour d'honneur, absolument aucune plante. Voilà la photo. Tout avait été complètement C'était dépécé. des mauvaises herbes. Hein. Il y avait simplement des énormes projecteurs qu'il a fallu d'ailleurs enlever puisque tous les projecteurs étaient à chacun des angles du jardin et empêchaient de pouvoir planter convenablement. Donc en fait, à cette époque, en 2006, vous n'avez plus que les glycines et c'est tout, absolument rien. Alors qu'aujourd'hui, donc vous y êtes allé en hiver probablement. C'était moins présent pour vous, mais aujourd'hui, on a un jardin qui est aménagé. Oui, vous avez dû voir au moins les cyprès, au moins les buis, quelques lierres. Les rosiers ne doivent pas être... Les pots ont peut-être été rentrés, j'y suis pas retournée. Non, dans la cour centrale, vous avez ici... la cour centrale, elle est comme telle que vous la voyez sur la diapositive aujourd'hui. C'est-à-dire, elle est arborée. Peut-être que vous êtes allé au Café Mort, enfin au petit café, je sais pas. Non, c'est en pleine terre. Bon, mais ça veut dire que le jardin n'est pas au mieux de sa forme en ce moment, alors. Mais c'est pas faute de recevoir l'entretien régulier d'Isabelle. Non, ça, j'ai l'entretien régulier. Non, écoutez, je crois qu'on va laisser tomber. Oui. Alors, l'entretien, en fait, est assuré par une société extérieure qui passe à moins d'une dizaine de fois par an. Et c'est vrai que c'est pas beaucoup, et nous avons eu une conversation à la fois avec l'administration de la mosquée, à la fois avec la DRAC, et il est possible que cette année seront ajoutés 3 jours d'entretien, ce qui sera formidable. Et vous avez une petite mission de suivi. De voir le figuier au petit café, il y a un très beau figuier. Oui. Et il donne des fruits. Oui. Et je trouve qu'il doit être très bien entretenu pour, dans Paris, donner des fruits. Ah oui, mais au café, il y a des personnes qui sont titulaires de ce lieu, enfin qui sont locataires du lieu, et ils doivent veiller à l'entretien de leur plantes. En fait, il y a différentes concessions à la mosquée qui sont le restaurant et également le hammam. Et les endroits qui sont occupés, même si ce sont les jardins, sont en dehors des interventions de l'administration de la mosquée. On pourrait considérer ça comme ça. C'est pas privé, mais c'est une concession. C'est une sorte de concession. Alors, la mosquée est ouverte au public tous les jours sauf le vendredi. Et donc vous pouvez la visiter, vous êtes accueillis, il y a même des brochures qui sont en vente, et puis possible bien sûr un guide, une guide que nous remercions d'ailleurs d'être là ce soir. Donc bien sûr vous pouvez sans problème visiter la mosquée, sauf le vendredi. Et on ne rentre pas dans la salle de prière. Excusez-moi. Oui.
Oui. Pardon? Oui? Ben oui, parce que c'était un petit peu... Écoutez, puisque la demande est faite, nous allons être obligés de nous concerter. Mais il faut voir ça avec madame. Oui, il faut voir ça avec madame, qui est à votre droite. On peut regretter que le quatrième côté de la mosquée soit un mur de copropriété d'accrochage, je crois, centillaire, avec des grilles noires. C'est vrai que les projets d'architecture qui ont eu lieu à l'époque, alors ça, je ne sais pas si ça a été quelques années plus tard, puisque c'était aussi, ce sont des immeubles qui ont été construits sur l'hôpital. C'est vrai qu'à l'époque, l'autorisation des permis de construire qui a été donnée est d'une hauteur voilà, assez importante. C'est dommage, mais... Ils ont été construits avant la mosquée. Ils ont été construits en 1913, 14, 15. Voilà. D'accord, merci. La mosquée, c'est 1921, Ben 22, 26. Oui, 23, ça a été fait et inauguré en 26. d'accord, ben merci de cette précision. Tous les immeubles qui sont de l'autre côté, Oui, ont tous été construits. d'accord. On aimerait voir ce mur blanc ou avec un trompe-l'œil, un ciel. Oui, oui, absolument. Absolument. Ah, les patios latéraux, non, c'est privé. De la salle de prière, on peut circuler, mais il y a aussi Monsieur Philippe. Vous avez parlé dans les projets de la création d'un institut d'études musulmanes et d'analyser qui décide cela, parce que je sais que le ville de Paris est en train de faire le projet et de construire un institut d'études musulmanes dans le 18e arrondissement. Alors, Mais- c'est coordonné ou pas? Alors ça, je ne sais pas, mais l'Institut d'études musulmanes, il existe à la mosquée. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont débordés par le nombre d'étudiants, donc ils veulent augmenter. Mais chaque mosquée a aussi sa fonction d'enseignement, et c'est vrai que le projet de la rue de Tanger est un projet très important, et d'une façon générale, en Île-de-France, la demande de construction de mosquées est très très importante, et c'est un vrai problème actuel, mais à sa façon, la grande mosquée y répond en voulant créer des espaces supplémentaires. Je ne sais pas, madame, si vous voulez ajouter quelque chose, mais... Oui, absolument. En effet, j'ai oublié dans les projets de restauration de dire qu'il a eu une grosse restauration en 2006 parce que les structures étaient très très abîmées, et il est de nouveau ouvert. Bien. Et s'il n'y a pas d'autres questions, monsieur? Pour les philatélistes, samedi dernier, c'était Ah oui. le premier jour de l'inauguration du timbre consacré à la mosquée de Paris. Il y a un timbre maintenant que vous pouvez acheter qui représente la mosquée de Paris. C'est une précision intéressante. Merci beaucoup. Mais oui, il y a eu de Est-ce très beaux que- articles. Je vois qu'il y a une dernière question là. Oui, vous avez dit tout à l'heure que la porte qui donnait sur la rue Saint-Hilaire avait été fermée. Vous avez raison. Vous ne pouvez pas
Oui, parce que ce petit patio est consacré en quelque sorte à la sépulture de Sikado Ben Gabrit. C'est devenu une sorte de lieu mémorial. Enfin, je pense que Oui, c'est c'est cela ça. la raison. C'est là notamment où ont lieu les cérémonies aux morts régulièrement. Et ça a lieu dans ce petit patio. Bien, ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je crois que nous allons remercier vivement Madame Vigne-Dumas et Madame l'évêque de cette présentation à deux voix qui nous a ouvert beaucoup d'horizons. Et merci beaucoup d'être venus nous parler ce soir. Mais merci à vous.